Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, en compagnie d'Éric, un invité fin connaisseur de l'Allemagne en la personne de Tariq Dali. Bonjour Tariq Dali, Bonjour. Vous êtes ancien journaliste, ancien cadre de l'industrie automobile, donc vous avez fréquenté les Allemands dans ce cadre de l'industrie, dans ce contexte industriel, et secrétaire général adjoint du CNIP. Centre national des indépendants et paysans pendant le Salon de l'agriculture, c'est d'actualité. C'est le plus vieux parti de la droite française, fondé en 1949. Et voilà. Et nous allons aborder le thème suivant, la crise de l'Allemagne et ses répercussions géopolitiques. Alors effectivement, vous dites qu'effectivement les Allemands connaissent finalement beaucoup mieux les Français que les Français ne connaissent les Allemands. Et il est vrai qu'en France, on connaît très peu l'Allemagne. La France connaît mal l'Allemagne. Elle n'est pas bien couverte par les médias. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Est-ce que les Français ne connaissent pas l'Allemagne parce que les médias ne les couvrent pas, ou est-ce que les médias ne les couvrent pas parce que les Français ne s'intéressent pas à l'Allemagne? Bon, il y a forcément, les deux sont forcément vrais. Les Français vont assez peu en Allemagne. Les Français ne vont pas en Allemagne. Il y a des relations commerciales et industrielles énormes. Vous parliez de l'industrie. 40% de notre commerce extérieur. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de l'industrie automobile. Oui. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie automobile ou dans les industries en général connaissent l'Allemagne et travaillent avec les Allemands. Mais effectivement, au niveau de la population, au niveau des relations personnelles, des relations entre familles, etc., c'est effectivement assez marginal. Alors que les Allemands, eux, viennent souvent en vacances en France. Ils ont souvent aussi tendance à la traverser pour aller en Espagne. Mais c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que vous avez des Allemands maintenant qui viennent visiter le sud-ouest. On en voit de plus en plus, alors que le sud-ouest, c'était la chasse gardée des Britanniques. Maintenant, on voit de plus en plus de Belges, de Néerlandais et d'Allemands aussi qui viennent. Donc, je pense que ça demandera quand même encore un certain temps. Et puis surtout, il y a quelque chose, mais ça, c'est la faute des Français et des Allemands, de tout le monde, c'est l'enseignement de l'allemand à l'école. C'est-à-dire que lorsque moi j'allais à collège, au lycée, les 3/4 de la classe choisissaient allemand en seconde langue. Ce n'est plus du tout le cas. On a une pénurie de profs d'allemand et l'allemand n'est pas enseigné. Et de même, le français était plutôt bien enseigné en Allemagne, il l'est moins aussi. Mais ça vous étonnera pas. C'est l'anglais qui prévaut. Ça vous étonnera pas lorsque vous constaterez que l'anglais est devenu omnipotent dans l'Union européenne alors qu'il n'est parlé que par, 1 ou 2% de la population. En gros, à part l'Irlande, Chypre et Malte, qui sont les seuls pays dont l'anglais est la langue officielle. On ne parle pas l'anglais en Europe, mais les technocrates de Bruxelles nous l'ont imposé. Oui, parce que depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, finalement... c'était la réflexion d'Éric Zemmour. Ça. Ils sont arrivés, ils ont imposé leur langue, et une fois qu'ils l'ont imposée, ils sont partis. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. C'est un peu ça, oui. Voilà. Ça exprime le fait que l'Europe est un protectorat américain. L'Europe est... Alors, contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, qui a prétendu que l'Union européenne avait été construite pour emmerder les États-Unis, c'est bien le contraire. Il suffit de lire quelques bons ouvrages. Il y avait deux ouvrages que je recommande. D'ailleurs, c'est celui de Philippe de Villiers qui raconte « J'ai tiré sur le fil et tout est arrivé ». C'était Maurice Couve de Murville qui lui a dit de regarder ça. Et dedans, on voit bien comment, depuis Roosevelt en 1943-44, avec Jean Monnet, les Américains ont d'installer leur puissance sur l'Europe. Et il y a un autre bouquin que je recommande aussi, c'est l'ami américain de Eric Branca, qui a fait un bouquin absolument remarquable sur la façon dont les États-Unis ont pris en main tous les politiques français, à l'exception des gaullistes, pour justement installer leur domination. Absolument. Voilà. Et l'Allemagne n'y échappe pas, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, on va peut-être parler un peu d'histoire. Là, c'est le traité franco-allemand de l'Élysée en janvier 1963, donc qui a été conclu par le général de Gaulle et par un chancelier allemand, entre guillemets gaulliste, c'était le chancelier Adenauer. Ils ont conclu ce traité, mais tout de suite, lorsque le Bundestag a eu à le ratifier, ils ont mis un préambule disant qu'il fallait d'abord
privilégié l'alliance américaine et l'OTAN, etc. Donc Et il avait vidé en Washington partie de sa substance. est intervenu d'une manière directe et brutale auprès du Bundestag pour... Ah bah oui, il y avait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait des relations exécrables entre le successeur d'Adenauer, le chancelier Ludwig Erhard, et le général de Gaulle, et le général de Gaulle. C'est-à-dire que c'est Erhard qui a été, mais comme la quasi-totalité des partis politiques allemands de l'époque, que ce soit le CDU, le SPD, voilà, ils étaient pro-américains, ils étaient là pour, mais bon. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faut se remettre dans le contexte aussi de l'époque. Exactement. C'était la guerre froide, l'Union soviétique menacée, ils ont une frontière militaire qui n'est pas une frontière, qui est une ligne de démarcation avec la DDR, Deutsche Demokratische Republik, là, comme les journaux de Springer l'appelaient RDA entre guillemets, République entre guillemets démocratique allemande. Il y avait le plan Marshall. Et il y avait le plan Marshall d'un côté et la guerre froide de l'autre. Donc évidemment, ils se sont abrités sous le parapluie américain. Il fallait avoir une hauteur de vue et voir très loin, comme pouvait le voir le général de Gaulle, pour imaginer que finalement, le communisme en Russie, c'était un épiphénomène qui disparaîtrait. Et comme l'a dit le général de Gaulle lui-même, la Russie boira le communisme comme un buvard. On ne pouvait pas forcément le voir. Donc, voilà. Et alors justement, cela nous amène au séisme électoral récent en Allemagne où on s'est rendu compte que l'AfD est qualifiée d'extrême droite ou populiste par les médias du système, disons. Exactement. A raflé la mise dans le territoire qui correspond à l'ex-Allemagne de l'Est. Alors c'est spectaculaire. C'est-à-dire si vous regardez une carte, là j'ai sous les yeux une carte qui a été publiée dans les médias allemands. Vous avez la partie gauche de la carte, c'est-à-dire les 3/4 du pays, c'est l'ancienne République fédérale d'Allemagne, qui est toute noire, avec quelques points rouges au nord, c'est-à-dire notamment la Basse-Saxe. Donc le noir, c'est la CDU. Le noir, c'est la CDU, c'est le parti chrétien, l'Union chrétienne démocrate, qui est complètement noire, et la droite, et la partie droite, qui est intégralement bleue. Alors ça veut dire l'AfD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne. Alors c'est spectaculaire. Si vous voulez, on peut dire 2 mots sur la façon dont les Allemands votent. Oui, bon, tout à fait. Ils votent 2 fois, c'est-à-dire que il y a théoriquement de base 598 députés divisés en 299 circonscriptions. Donc dans ces 299 circonscriptions, on vote une fois pour celui qui sera élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Donc c'est celui qui est arrivé en tête. Et vous votez une deuxième fois pour une liste de partis. C'est elle qui déterminera la composition du Bundestag en fonction du pourcentage de voix obtenues, sous réserve que le parti ait franchi la barre des 5%. Oui, c'est assez baroque comme système. Alors c'est plus simple que ça en a l'air, mais enfin, si vous voulez, les auditeurs, si les auditeurs sont un petit peu patients, je vais leur expliquer. Oui. Donc ce que je termine ce que je disais, c'est-à-dire que donc la partie noire, c'est-à-dire tout l'Ouest, les 11 Länder, les 10 Länder de l'Ouest ont élu en écrasante majorité au premier tour des députés CDU-CSU. Et dans la partie droite de la carte, c'est-à-dire l'ancienne République démocratique allemande, les 5 Länder, c'est l'AfD qui a remporté tous les sièges. Et le SPD, le parti sortant. Alors le SPD, c'est ce que j'ai dit, il y avait des traces rouges, quelques traces rouges, oui. Notamment en Basse-Saxe, dans le land de Hambourg, un peu au nord-ouest aussi. Il est laminé, quoi. Il est laminé, c'est-à-dire qu'avec ses 16%, oui, attendez, il a fait 16,4%, il est arrivé en tête dans très très peu de circonscriptions. Ah, c'est vraiment un désastre pour le SPD. C'est un désastre, mais je vous assure que la CDU n'a pas de quoi pavoiser non plus. Hein. Oui. Alors donc, si vous voulez bien, je vais expliquer en 2 mots comment fonctionne le système électoral. Donc vous votez pour 299 circonscriptions, vous votez une fois pour le candidat local, qui sera élu s'il arrive en tête, comme en Angleterre. Et pour compenser ça, pour établir une proportionnelle, pour que ce soit juste, on vote pour une liste pour attribuer les 299 sièges suivants. Le problème, c'est que, justement, avec ce qu'on a vu là maintenant, par exemple, je prends la Bavière. La Bavière, il y a 47 circonscriptions, et dans les 47 circonscriptions, c'est la CSU qui est arrivée en tête. Donc, normalement, les 47 sièges seront attribués à la CSU.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait des 47 autres? Ils n'auront pas, mais si la CSU avait fait 50%, ça tomberait bien. Mais le problème, c'est qu'elle n'a fait que 37%, d'après ce que je crois que c'est 37%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réétablit l'équilibre en corrigeant. C'est-à-dire que, alors, donc on va arriver à quelque chose comme l'AFD, le SPD et les Verts ont totalisé ensemble 55%. Donc ces 55%, il faut qu'ils aient 55% des sièges. Donc je crois que l'AFD va en avoir 25, la SPD va en avoir 15 et les Verts vont en avoir 15. Sauf que ça fait 55. 55 plus 47, ça fait 102. Or, normalement, il devrait y en avoir que 94. Donc c'est pour ça que le nombre de députés au Bundestag varie. Alors, on était monté justement à cause de l'éclatement du Parlement en 6 groupes, 6 ou 7 groupes. On était monté jusqu'à 736 députés en 2021. Donc le législateur a considéré que ça commençait à faire beaucoup. Donc cette année, ils ont plafonné à 630. Donc les sièges supplémentaires, il n'y en aura que 32. Ce qui signifie que, en Bavière, il y en a 3 qui ont perdu leur siège, qui sont arrivés en tête, mais on ne leur donne pas parce que c'est les moins bien élus. Donc ils n'auront pas le siège. Ils sont attribués à l'AFD, à la proportionnelle. Voilà comment ça fonctionne. Il y aura donc 630 députés, et sur 630 députés, donc vous aurez 208 CDU, 120 socialistes, 85 Verts, et je ne sais plus combien de... AFD. Non, AFD, j'ai dit 152. 152, voilà. Et il y aura aussi des Die Linke, je ne sais plus combien. Oui, Die Linke. Oui. Alors, Die Linke, c'est le parti, je dirais, c'était le parti Mélenchon, qui a subi, alors c'est assez spectaculaire et on va peut-être en parler tout à l'heure, qui a subi une baisse, mais il a bien résisté dans les derniers jours de la campagne, il a spectaculairement remonté. Sarah Wagenknecht, qui était la figure de proue des Linke, avait quitté Die Linke pour fonder son parti. Elle l'a quitté, voilà. Donc Die Linke, c'est une scission du SPD qui a été engagée par Oscar Lafontaine. C'était le descendant du huguenot sarrois, qui était très à gauche, qui a fait cette scission-là et qui s'est allié aux anciens communistes de la RDA. C'est ça, Die Linke. C'est son parti à lui. C'est comparable à LFI, on peut dire. C'est un peu... Ils sont un peu moins excités, peut-être, j'en sais rien. Eh bien, mais ils sont plus communistes, aussi, ils sont très communistes de l'Est, oui. Et ils sont immigrationnistes. Et c'est de là que vient la scission, la deuxième scission, c'est celle de Sarah Wagenknecht, donc, qui a fait scission il y a 2 ou 3 ans, oui. Pour créer son truc BSV. Alors, un petit peu mégalomane, puisque ça s'appelle Bund Fédération Sarah Wagenknecht, donc c'est son propre nom. Et alors, elle espérait entrer au Bundestag, elle n'entre pas. Elle fait 4,97%, et elle a saisi la Cour constitutionnelle pour voir si elle pouvait entrer, mais je pense que ça ne donnera pas. Alors là, c'est un désastre pour elle, alors. Désastre non, parce qu'elle est... Si vous voulez, on peut en parler tout de suite. Elle est au gouvernement de Länder. La Basse-Saxe et... Même 3 Länder. La Basse-Saxe, la Thuringe et le Brandebourg. Voilà. Oui. Alors c'est assez, alors ça c'est très intéressant aussi, et donc on va venir au sujet de fond, si vous voulez. C'est-à-dire que pourquoi elle est dans les gouvernements de Saxe, pas de Brandebourg, hein. Brandebourg on en passait à part. La Saxe et la Thuringe, tout simplement parce que la CDU refuse de gouverner avec l'AFD. Alors je vais vous donner les chiffres de la Thuringe. En Thuringe, c'est l'AFD qui est arrivée en tête. L'AFD est arrivée en tête. Elle a obtenu 32 sièges au Parlement local. La CDU n'en a que 23, donc ça faisait une belle majorité, 23 plus 32, 55 sur 88, ça faisait une belle majorité. Oui, parce qu'il faut bien dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'en fait, l'Allemagne est vraiment un pays fédéral. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Sarah Wagenknecht, elle n'est pas entrée au Bundestag, mais donc elle gouverne avec la CDU en Thuringe, donc ça fait une majorité... oui, ça fait une majorité de, je sais plus combien, 88 sièges, CDU 23, BSV donc 38. Oui, ils ont une petite majorité avec les socialistes et la CDU. Et en Saxe, c'est la même chose, mais inversée, puisque en Saxe, elle a autant de sièges que la CDU. Et les gouvernements des Länder, ça compte énormément. Ah ben, les gouvernements des Länder, qu'est-ce qu'on demande à un chancelier? Le chancelier, il est là pour que l'économie fonctionne, il gère les finances, la politique étrangère et la sécurité. Tout le reste, que ce soit l'éducation, etc., la santé,
La santé, l'éducation. L'éducation, les travaux publics, etc. Alors, il y a un ministre des Travaux publics, mais enfin, tout ça, c'est de la compétence des Länder. Il y a un ministre-président, c'est l'équivalent du Premier ministre du Land, qui gouverne le Land. Avec un parlement du Länder. Avec un parlement local. Et absolument. avec une fiscalité. Une fiscalité locale. Absolument. Bon, il y a une fiscalité fédérale, mais il y a surtout une fiscalité locale, absolument. Voilà. Ça, on a peine à imaginer ça en France. Hein. On devrait peut-être y réfléchir parce que c'est pas si mal, vous savez. Plus on est près de l'électeur, mieux ça vaut. Mais le nouveau plan de régionalisation va peut-être changer les choses en France tout doucement, peut-être pas totalement. Alors là, je pense que c'est un sujet annexe, mais si vous voulez que je réponde là-dessus, je peux. On peut se poser la question. Depuis qu'on a installé la régionalisation, ça fait plus de 40 ans maintenant. C'est plutôt un désastre. C'est plutôt un désastre, et au contraire, on a rejacobinisé. Oui. Lorsque vous supprimez des compétences aux communes, que vous les donnez aux communautés de communes, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu que ce soit le maire qui gouverne, ce sont les fonctionnaires qu'on est obligé d'embaucher et qui font le boulot. Exactement. Voilà. Bon, on a tout dit. Et les communautés de communes qui étaient censées rationaliser tout ça ont été un désastre. Ça coûte plus cher et ça a donné pouvoir aux fonctionnaires. Ouais. Voilà. Mais alors, les Verts allemands... Ah, les Verts, ils sont dans les choux un peu, là. Oh, dans les choux, il y en a. Parti les Républicains ou le Parti Socialiste, ça va bien être dans les choux à leur niveau. Hein. Oui, mais par rapport Ils ont fait leur sommet. Ils sont à 12%, je crois. Oui, 12, ils sont à 12%. Ils ont fait leur sommet il y a un moment. Alors, les Verts sont apparus au Bundestag en 83. C'est la première fois qu'ils sont entrés au Parlement, donc le Bundestag est passé de 3 à 4 groupes. Mais ils ont plafonné à 15 ou 16% il y a quelques années. Oui, et là, ils sont descendus à 12. Pas plus, mais à 15%. Ils sont juste derrière les socialistes, hein, vous savez. Ils sont à 12, ils ont perdu 3 points. Les socialistes sont à 16. Hein. Bon, voilà. Donc, ils espéraient rester au gouvernement en se disant que si les socialistes sont trop faibles, on va faire l'appoint d'une coalition CDU-SPD. Donc là, je pense que Friedrich Merz va largement se passer de ses services. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour les Allemands et pour tout le monde. Mais donc, lui, il va gouverner avec une coalition composée des chrétiens démocrates et des socialistes. Parce qu'il ne veut pas gouverner avec l'AfD. Voilà. Que s'il le fait, il va avoir des soucis. Il s'est passé, il y a eu en Thuringe, lors des précédentes élections, donc les élections ont eu en 2024, donc c'était en 2019, il y a eu un ministre-président qui est resté 3 ou 4 jours, qui était libéral, FDP, qui lui s'est fait élire avec le soutien de l'AfD et de la CDU, des électeurs CDU. Mais à l'époque, donc c'était en 2019, c'était encore Madame Merkel, on va pouvoir en parler, est intervenue, elles l'ont traité de tous les noms, le type a été acculé à la démission, il n'a pas pu. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc en Thuringe, on va faire en Allemagne comme on fait en Thuringe. À la limite, ils préfèrent avoir BSV ou ce que vous voudrez plutôt que gouverner avec mais alors Merz, il va avoir un petit souci là quand même, parce que le partenaire de coalition qui sera les socialistes, oui. Ce partenaire aura droit à 1 ou 2 portefeuilles de première importance. Oh, il en aura peut-être un peu plus. Alors attendez, j'ai retrouvé le dernier. Il y a une quinzaine de ministres. Hein. Éventuellement les affaires étrangères. Alors, le partenaire junior de la coalition, en général, il a soit les affaires étrangères, soit l'économie. Donc, dans le précédent gouvernement, il y avait l'économie qui était dévolue au FDP, jusqu'à ce qu'il claque la porte au mois de novembre, je crois. Donc les Verts l'ont repris. Donc en gros, le partenaire junior, il a l'économie, les finances, quelque chose comme ça, ou les affaires étrangères. Donc là, maintenant, ça va se discuter. Je pense que ça sera plutôt les affaires étrangères, d'une part, parce que le Parti socialiste est à 16%, la CDU est à 28, je crois. Oui, 28. Le gap est trop important pour laisser l'économie. Mais alors, du coup, et en plus, en matière de politique étrangère, oui. Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale, quoi qu'ils doivent évoluer l'un comme l'autre. Voilà. Parce que Merz est réputé très atlantiste, lui. Alors, Merz est effectivement réputé très atlantiste, mais c'est un petit peu ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde l'est. Tout le monde l'est jusqu'à tout le monde l'était même jusqu'à il y a quelques années lorsque je sais pas, même personnellement au CNIP on n'était pas forcément anti-américain, mais lorsqu'on a commencé à voir
la façon dont Obama a détruit, saboté l'Ukraine, etc. J'ai dit, attendez, la guerre froide est terminée, il faut peut-être arrêter. Voilà. Donc, si vous voulez, ça évolue un peu dans ce sens-là. Friedrich Merz, lui, il est, je vous dis, comme tout le monde, mais il semble, depuis quelques jours, depuis 2-3 jours en tout cas, il semble embrayer très fort sur la nécessité que l'Europe se dote d'une défense autonome des Américains, parce qu'il voit bien que les Américains... Enfin, on va voir. Donc, c'est-à-dire que Donald Trump, il va faire bouger les choses. On va voir quand même comment les carnets de commandes des Européens s'organisent. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont acheter comme matériel militaire. Oui, parce que c'est ça qui compte. Voilà, alors, si vous voulez, mais ça concerne autant la France que l'Allemagne. Parce que, par exemple, les Rafales, vous savez que les Suisses, l'armée suisse, après une étude suisse très très sérieuse, comme les Suisses savent les faire, avait conclu l'avion dont nous avons besoin, c'est le Rafale. Oui. C'est le couteau suisse, le Rafale, c'est le couteau suisse de l'aviation militaire. C'est un excellent avion, bien sûr. Biden, c'était encore à l'époque de Biden, il a répliqué dardard en Suisse. Il leur a dit non, ça ne sera pas le Rafale. Voilà. Ça sera le F-35. Donc, oui, mais c'est ce qui alors qu'ils n'ont aucun besoin du F-35. Ils n'ont pas besoin du F-35. Non seulement ça coûte très cher à l'achat, ça coûte très cher dans la maintenance, et c'est une plateforme pour aller porter une bombe atomique sur Moscou. Les Suisses n'ont aucune envie de ça. Tandis que le Rafale, il est parfaitement adapté à la Suisse, justement, pour la défendre, etc. Mais... systématiquement, Washington impose le F-35 à tel point que l'ancienne ministre de la Défense disait « c'est pas l'article 5 de l'OTAN, c'est l'article F-35 de l'OTAN ». Elle est bien bonne, celle-là. Elle est excellente. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir un bras de fer avec les Américains, mais il faut que l'Europe, à commencer par la France, se défende. Mais surtout, il faut aussi que la France se défende. C'est-à-dire que la France doit faire valoir l'intérêt de son industrie militaire, de ses équipements, de son matériel, auprès de ses alliés. Est-ce que jusqu'à présent, la France a suffisamment défendu... Non, Macron a vendu a bradé des bijoux industriels français aux Américains. Exactement. Donc, c'est autant un problème français qu'un problème allemand. Si les Français se défendaient, si les Français faisaient. Oui. Bon, on a réussi à vendre le Rafale aux Indiens, je crois. Heureusement, le Rafale est un succès phénoménal en dehors de l'Occident. Mais lorsqu'on vend des bateaux aux Russes, on refuse de leur livrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vend des bateaux aux Russes et puis on leur dit finalement, vous ne les aurez pas. Attendez... Ça, c'est Hollande qui a refusé de les livrer, alors que Sarkozy avait quand même signé le contrat. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça, on ne va pas reprocher aux Allemands. Bon, mais si les Allemands, effectivement, veulent travailler sur une vraie défense européenne, il y a peut-être un créneau à jouer. Alors, dessus, Merz a dit des choses intéressantes sur ce point-là. Il faut reconnaître que jusque-là, ce qu'on a appelé le couple franco-allemand était un drôle de couple. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de couple. C'est du bidon. Ou alors c'est une drôle de vie de couple. Non, ça n'existe pas. C'est du bidon. Les Allemands défendent leurs intérêts et jusqu'à présent, en considérant qu'ils sont d'abord protégés par les Américains, quant aux Français, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai raconté, c'est je ne sais plus quel lobbyiste qui est allé dire c'est vachement bien de voir des fonctionnaires européens français. Parce que les fonctionnaires allemands, italiens, etc., ils défendent l'Italie. Les Français, ils défendent l'Europe. Ouais. Voilà, tout est dit. C'est ça. Tout est dit. La France, c'est le pays des chimères. Voilà. Et oui, alors, nous allons annoncer donc, notre émission avant de poursuivre ce passionnant échange. Bien sûr, chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui M. Tariq Dali, ancien journaliste au Figaro, ancien cadre dans l'industrie automobile et secrétaire général adjoint du CNIP, du CNIP. Le Centre national des indépendants et paysans. Voilà, tout à fait. Le plus ancien parti de droite français. Absolument. À retenir, chers auditeurs, le thème de cette émission est axé sur la crise allemande et ses conséquences géopolitiques. Alors, effectivement, on ne sait pas ce que le nouveau chancelier va choisir comme orientation face à la Russie.
parce que c'est ça la question essentielle. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que ce sont les Américains qui ont fait sauter les Nord Stream, les gazoducs Nord Stream. Oh bah évidemment. Voilà. Bien, alors ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, est-ce que le bras armé était norvégien, polonais ou je ne sais quoi? Apparemment, il serait norvégien. Non, alors éventuellement anglais ou norvégien. Britannique ou norvégien, mais pas polonais. Les Polonais n'ont aucune expertise. Je crois pas. Aucune expertise dans ce domaine. Parce qu'ils étaient au large de la Pologne, c'est pour ça, c'était oui, près. Oui, mais non, on sait qu'il y a une expertise. C'est norvégien ou les Britanniques, oui, c'est ça. Il y a les Américains, les Français, les Anglais, les Norvégiens, parce qu'il y a le pétrole offshore, etc. Exactement. Et sinon, les Russes et les Chinois, éventuellement. Non, mais certainement pas les Ukrainiens, pas les Ukrainiens que l'on a pointé du doigt après avoir dit que c'était les Russes. Non, c'est ridicule. De toute façon, ça a causé énormément de dégâts. C'est-à-dire que c'est un coup de poignard dans l'économie allemande et européenne. L'Allemagne est en récession depuis. Ouais. C'est la 3e année de récession pour l'Allemagne. On ne sait pas comment elle va s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que, a priori, le vice-chancelier sera ministre de vice-chancelier, donc ça sera un socialiste. Hein. Est-ce que ce sera Boris Pistorius ou ça sera Lars Kleinfeld? Ça se joue apparemment. Les deux. Boris Pistorius est populaire, c'est le ministre de la Défense sortant. Est-ce que ce sera l'un ou l'autre? Peu importe. Je pense que lui sera ministre des Affaires étrangères, le vice-chancelier, mais que le ministère de l'économie restera à la CDU. Mais alors, vous qui connaissez l'âme allemande, si je puis dire... Je ne sais pas, enfin bon, voilà. Je connais un peu l'Allemagne, disons. À votre avis, l'opinion publique allemande, elle a compris qui a fait sauter Nord Stream? Est-ce que les Français ont compris qu'il a fait sauter? Voilà. Je crois que majoritairement, ils n'ont pas compris. Voilà. Donc on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les médias fassent leur boulot. Or, c'est un sujet qui a été très vite occulté. Oh, oui. Voilà, donc il y a eu le truc à sauter. On a pointé du doigt les Russes, mais bon, au bout de 24 C'était tellement stupide que au bout de 24 heures, on s'est rendu compte que c'était tellement idiot que ça ne pouvait pas tenir la route. Non, mais vous savez pourquoi ça a été abandonné, la thèse des Russes? C'est pas au bout de 24 heures, non. Je sais plus. C'est beaucoup plus long que ça. C'est qu'il y a plusieurs commissions d'enquête, une allemande, une danoise, je crois. Oui, danoise. Et ces commissions d'enquête ont conclu que ce n'était pas les Russes. Donc, alors, ce n'est pas les Russes, attendez. Non, on ne sait pas qui c'est. Mais on ne sait pas qui c'est, on dit ces commissions d'enquête. On ne sait pas. C'est l'Indonésie qui est là-bas. Non, soyons sérieux. Oui, voilà, donc les Allemands ne sont pas plus au courant. Alors, du coup, on a accusé l'Ukraine. On a accusé l'Ukraine, oui. Alors, le malheureux Zelensky a dit timidement non, c'est pas nous, mais il n'a pas insisté quand même, parce que il ne faut pas contrarier les Américains. Mais vous avez raison, c'est un sujet dont il faudrait parler, mais aussi bien en France qu'en Allemagne et ailleurs, mais on n'en parle pas. Et je dirais, le premier pays concerné, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Allemagne souffre de ça. Enfin, on lui fait sauter ses gazoducs. L'Allemagne a investi des milliards là-dedans. Non, mais c'est intéressant. Non, mais votre remarque est intéressante. Mais si vous voulez, on va reprendre les résultats électoraux. Vous avez vu l'AfD donc a fait 20%. Die Linke fait 8 ou 9%, ça fait 29. Et Sarah Wagenknecht fait 5, ça fait 34. Et parmi les électeurs de la CDU et du SPD, il y en a quand même un certain nombre qui croient pas, qui sont pas non plus sur la ligne on va suivre les Américains aveuglément. Hein. Donc vous avez quand même une bonne proportion des électeurs allemands, que ce soit l'AfD, BSV ou Die Linke, ils sont complètement contre cette façon de voir les choses. Hein. Donc ça fait déjà un bon morceau. Donc voilà. La réponse à votre question est dans les résultats électoraux. Oui. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que le SPD n'avait pas de quoi pavoiser, mais je crois que j'ai dit aussi que la CDU non plus. Parce que la CDU va gouverner très bien, mais avec son deuxième pire score de son histoire. La CDU a été fondée donc tout de suite après la guerre. On a parlé du chancelier Adenauer tout à l'heure. Le chancelier Adenauer, lui, faisait des 40, des 45, des 48, des 50,3% en 1957. C'est quand Mme Merkel, même Helmut Kohl, lui faisait des 44, 47, 48.
Même quand il était dans l'opposition, c'est intéressant parce qu'en 1976, lorsque le gouvernement Schmitt a été reconduit, le gouvernement socialiste a été reconduit, la CDU faisait presque 49%. Mais l'alliance SPD-libéraux, FDP, faisait plus, avait deux sièges de plus. Donc, en revanche, depuis que Merkel est arrivée, c'est pas terrible. Hein. Lorsque Merkel a succédé à Kohl en 2005, la CDU faisait 35%. En 2009, elle est descendue à 33%. Elle est remontée... Alors, on va peut-être en reparler avec le système électoral. Elle est remontée à 41% en 2013, mais je vais vous expliquer pourquoi. Elle est redescendue à 33% en 2017 et à 24% en 2021. 24, c'était le pire score. La moitié de ce que faisait Kohl. Elle est à 28, il n'y a vraiment pas de quoi se rouler par terre. Hein. C'est pas terrible. Donc c'est une coalition. Le gouvernement de 2017, c'était très clairement la coalition des perdants, puisque Mme Merkel a fait un 4e mandat avec les socialistes. C'était les deux partis qui avaient le plus plongé. Ils avaient fait les deux pires scores. C'était une coalition des perdants. Donc en 2021, les socialistes ont repris un petit peu de poil de la bête, mais pas brillant. Et puis là, ils se sont effondrés. Mais la CDU, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Hein. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont partis. On a des chiffres qui sont intéressants. Hein. Les électeurs qui partent, les électeurs de la CDU qui partent vers l'AfD, on commence à les compter par centaines de milliers. Hein. Donc, c'est pas... C'est-à-dire qu'on peut dire que ce qu'on appelle les partis de gouvernement... C'est les coalitions des perdants. Sont tous en plein déclin. Ils sont en plein déclin. La seule chose que l'Allemagne que la France peut envier à l'Allemagne, c'est qu'ils arrivent quand même à constituer une majorité parlementaire, alors qu'en France, ce sont des super perdants qui sont ultra minoritaires qui se maintiennent au pouvoir. Mais bon... Mais la tendance est la même. La tendance est la même, oui. La tendance est la même. C'est la même. Et on la retrouve, je dirais, à l'échelle de toute l'Europe, plus ou moins. Alors, à l'échelle de toute l'Europe, ça dépend. Ça dépend. Si vous allez en Espagne, effectivement, vous avez un type qui s'appelle, Sanchez, qui est socialiste, qui n'a jamais eu de majorité, mais qui s'appuie sur des indépendantistes, des trucs, des machins, des gens qui veulent réveiller la guerre civile, etc., pour se maintenir. En revanche, ce n'est pas le cas en Italie, où Giorgia Meloni a réussi à constituer une majorité claire, solidement ancrée sur les partis conservateurs et libéraux. Il n'y a pas de... En Autriche, il y a une petite instabilité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à constituer un gouvernement d'Autriche parce que le Parti populaire, l'équivalent de la CDU, si vous voulez, est arrivé deuxième derrière le Parti libéral, qui était l'équivalent de l'AfD, si vous voulez. Donc, on a nommé, le président Van der Bellen a nommé un chancelier issu du FPE, mais ils ont engagé des discussions avec le Parti chrétien-démocrate, le VP, le Parti populaire, mais ça n'a pas abouti. Donc je ne sais pas s'il va y avoir d'autres élections en Autriche. Mais voilà, c'est pas... Et alors on voit donc avec la carte que c'est l'ex-Allemagne de l'Est, finalement. Alors ça c'est intéressant. Alors ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'ex-Allemagne de l'Est, alors des chiffres de mémoire, je vais vous les donner. Il y a quand même toujours une coupure, vous l'avez dit tout à l'heure, entre les nouveaux Länder, c'est-à-dire l'ancienne RDA et l'Ouest, l'ancienne République fédérale. L'AfD fait, je crois, 34 ou 35% à l'Est et fait 17 ou 18% à l'Ouest. Mais quand même 17 à 18 à l'Ouest, quand même. Hein. Oui, ah oui, bien sûr, ça devient un parti qui s'ancre localement. Voilà, c'est quand même pas rien. Oui, bien sûr, c'est pas rien. De même, la CDU, c'est un peu l'inverse, c'est un peu le contraire. Elle doit faire quelque chose comme 30% à l'Ouest. Mais donc, l'AfD commence à prendre sérieusement pied à l'Ouest. Oui, c'est vrai. C'est le deuxième parti qui prend pied qui prend pied dans la partie où il n'était pas. Ouais. La CDU, là, on peut dire que la CDU, depuis l'origine, depuis 1990, puis c'est quand même Helmut Kohl qui a apporté la réunification aux Est-Allemands qui sortaient des communistes. Donc ils sont pas mal implantés. Hein. Donc, depuis le début, ils ont gouverné tous les Länder au début, à l'exception du Brandebourg. Ils sont toujours à la tête des gouvernements, toujours à l'exception du Brandebourg, mais ils existent. Voilà. Quant à l'AfD, effectivement, elle s'implante. Contrairement à l'autre pays qui vient de l'Est, c'est-à-dire Die Linke. Die Linke arrive à faire 8,5%, mais je ne sais plus combien à l'Ouest, il fait un peu moins à l'Ouest, mais c'est grâce aussi au fait que, comme on a dit tout à l'heure,
c'est une scission du SPD, donc il y a des socialistes plus à gauche qui sont ancrés. Mais La partie communiste de Die Linke, c'est plutôt à l'est. Et BSV est à l'est, pas à l'ouest. Mais Die Linke étant immigrationniste, Et pas BSV. et pas BSV, Voilà, oui. Die Linke, se maintient à 8%, Oui. tandis que l'AfD, à l'échelle de l'Allemagne, est à 20, quelque chose. Elle a doublé. Elle était à 10, elle est à 21. Oui. Voilà, 21. De 10 à 21, oui, c'est ça. Ils ont Donc la question migratoire est structurante. La question migratoire est absolument structurante. C'est essentiel. Les Allemands, vous avez quand même pu voir dans l'actualité récente les attentats. Ouais. Les attentats toujours perpétrés souvent par des Afghans. Souvent les Afghans, c'est plutôt ceux-là qui sont. Et d'ailleurs, les services de renseignement maintenant mettent l'accent sur le fait que l'État islamique et Al-Qaïda reprennent une activité intense sur Internet et envoient des messages généraux consistant à dire ça fait longtemps, mais là ça reprend. Prenez un couteau, une voiture, tout ce qui vous tombe sous la main et tuez un mécréant, etc. C'est ça, c'est-à-dire que c'est plus l'hyperterrorisme style tour jumelle en 2001. Voilà. On fait du terrorisme artisanal, pas cher, gratuit. Là, vous avez, ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que vous allez sur un marché dans un village de 500 habitants en Dordogne, vous pouvez vous faire planter. Et ça correspond à une doctrine d'Al-Suri que Gilles Kepel d'ailleurs évoque depuis longtemps, qui est un auteur intégriste islamiste qui dans les années 80 avait théorisé le principe des 1000 entailles. C'est-à-dire que chaque petite entaille contribue par la multiplication de ces entailles à déstabiliser les sociétés occidentales et à semer un climat de terreur, d'angoisse, d'inquiétude, etc. Oui, il ne faut pas se leurrer. Hein. La menace terroriste est présente, singulièrement effectivement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, parce que c'est là où il y a le plus d'immigrés. Et c'est de plus en plus difficile pour les services de renseignement qui font un boulot remarquable, aussi bien en Allemagne qu'en France. Ils font un boulot extraordinaire. C'est très difficile d'arrêter un type qui décide comme ça. Il peut décider du jour au lendemain, finalement, demain, je vais aller sur un marché, je vais planter des mecs. Oui, parce que en plus, avec le phénomène Internet, réseaux sociaux, qui est vraiment un phénomène prévalent maintenant. Le gars, il va lire des manifestes d'Al-Qaïda, de l'État islamique sur son écran. Il va donc se mobiliser. Il va boire un coup. Oui. Il va boire un coup ou deux, il va s'exciter. Et puis voilà, sans même qu'il y ait un contact humain direct, ou par visioconférence, ou par même message Internet, échangé avec un membre d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Oui, ils s'auto-saisissent. Et qu'est-ce que les services de renseignement pourront faire contre ça ? C'est impossible. C'est très difficile. Donc c'est la raison pour laquelle il est absolument urgent et impératif d'expulser tous les individus sous OQTF, les expulser le plus vite possible. Il faut expulser 100% des OQTF, se débrouiller comme on veut. Alors, on est très mauvais en France. En Allemagne, ils ne sont pas bien meilleurs, mais enfin, je crois qu'ils sont plutôt à 20% d'expulsion des OQTF. 20%, ils sont plutôt à 20%, mais nous, on est en dessous de 10. Hein. Ouais. Donc, 20%, c'est pas glorieux non plus. Non, il n'y a pas de quoi se rouler par terre non plus. Hein. C'est pas terrible, mais c'est très difficile. Et puis, la mauvaise volonté des pays, en plus la mauvaise volonté des pays qui expédient ces gens-là chez nous, et puis le droit européen qui gêne beaucoup, qui gêne énormément. Il faut des mesures fortes. Hein. Il faut que les gouvernants décident comment finalement le droit, c'est d'abord le peuple. Voilà. Mais a-t-on l'impression que les gouvernants veulent faire quelque chose ? Non, mais je crois que c'est Einstein qui disait qu'il ne faut pas faire confiance à ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Donc tant que vous aurez ceux qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir depuis des années, qui nous ont mis dans la situation où nous sommes, il ne faut pas croire, il ne faut pas espérer de miracle. Hein. C'est les électeurs qui ont
le pouvoir à un moment donné et de remplacer les élites au pouvoir par d'autres élites. Hein. Oui, mais à condition qu'on suive aussi le suffrage. On parle de l'Allemagne tout à l'heure, excusez-moi, mais enfin, lorsque vous avez la CDU qui fait 28% et l'AfD qui fait 21%, et qu'à eux deux, ils ont 360 sièges sur 630 au Bundestag, pourquoi ne gouvernent-ils pas ensemble ? Oui. Voilà. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on ne tient pas compte du résultat. En France, on a vu ce qui s'est passé en juin dernier, ou en juin et juillet dernier. Bon, voilà. On maintient au pouvoir ceux qui se sont fait bananer. Et on trouve, bon, et on parlait de l'Espagne, même motif, même punition. Le type, il n'a pas de majorité, mais enfin, il arrive à bricoler, voilà. Et il faudrait aussi que... Alors là, en Allemagne, on voit... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin, ils n'ont pas de minorité de blocage. Mais enfin, je pense que l'AfD... D'abord, l'AfD, dès Alice Weidel, dès dimanche soir, elle a dit qu'elle était prête à gouverner avec la CDU, etc. Donc, je pense qu'elle va continuer... Elle va continuer à marteler ce message. Nous sommes prêts à gouverner, etc. Et je pense qu'elle ne va pas se gêner une fois que le gouvernement Merz sera constitué. Donc, il a dit qu'il voudrait le constituer avant Pâques, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Je pense qu'elle ne va pas se gêner pour utiliser tous les moyens de procédure pour gêner la coalition. Mais voilà. Et en France, on fait quoi Je veux bien. En France, ils ont perdu les élections, ils sont toujours là. Donc, il faut que l'opposition... Excusez-moi, mais enfin, moi, je veux bien aussi dire qu'on peut toujours considérer comment ils se maintiennent au pouvoir. Mais il y a des gens qui se prétendent de droite, je ne vais pas les citer, mais enfin, les Républicains, si Macron est là, je pense quand même que c'est une grande partie de leur responsabilité. Ça fait 2 ans et demi que Macron a perdu les législatives, il a perdu déjà en juin 2022. Si LR avait voulu, il suffisait de censurer Madame Borne 1 fois, on censure Madame Borne 2 fois, on censure Madame Borne 3 fois, et Macron serait peut-être parti. Hein. C'est ça. Donc qu'est-ce que vous voulez on se moque des électeurs, les partis qui se présentent d'opposition ne sont pas dans l'opposition. Donc, au bout d'un moment, voilà, ça va se terminer mal, c'est possible, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut que c'est une masse critique pour l'AfD en Allemagne. Ils n'ont pas encore la masse critique. Donc à 20%. Non, je vous dis 20-28, la différence est plus faible que de l'annoncer les sondages, je crois. Les sondages allemands qui sont justes annonçaient la CDU autour de 30, et donc elle fait en dessous, et annonçaient l'AfD à 19-18. Et elle fait un peu plus. Elle fait 21, donc la différence, et je pense que Merz... est-ce que la coalition va durer longtemps ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Les Allemands n'aiment pas l'instabilité. Je vous ai dit tout à l'heure que Mme Merkel s'était prolongée avec une coalition des perdants. Elle a réussi à finir ses 4 mandats. Oui. Ce que vous voulez, je ne sais pas. Les Allemands n'aiment pas l'instabilité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ils s'intéressent aussi et d'abord, un peu comme les Américains, au gouvernement du Land. Donc, ils ne vont pas s'exciter pour... Voilà. Mais effectivement, politique étrangère, en matière de sécurité, etc., ils vont peut-être s'énerver, oui. Voilà. Parce qu'on constate aussi que la politique étrangère commence à prendre de plus en plus de place sur les scènes électorales intérieures. Oui, c'est vrai. À cause des événements d'Ukraine. C'est vrai, c'est à cause des événements d'Ukraine. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique le revers, le relatif revers de Madame Wagenknecht. C'est-à-dire qu'elle espérait vraiment entrer au Bundestag et au dernier moment, dans la dernière semaine, les 10 derniers jours de la campagne, Die Linke a progressé de 3 ou 4 points et elle a baissé d'autant. Alors, l'explication, c'est peut-être à cause de Donald Trump. C'est-à-dire que BSV et Die Linke sont, comme l'AfD, très opposés à la guerre en Ukraine. Donc, s'allier à la Russie, ça ne les dérange pas. En revanche, lorsque Trump a dit, voilà, Poutine c'est mon copain, etc., il y a des mecs de gauche qui se sont dit, c'est quoi ce truc ? On ne va pas voter pour Trump. Donc, ils ont perdu. On a vu ce phénomène un peu bizarre. Mais il y a un patriotisme de parti aussi en Allemagne. Il y a eu un retournement comme ça, personne ne l'a vu parce qu'on ne s'intéresse pas au sujet. Mais on parlait du Brandebourg tout à l'heure, au mois de septembre. Le 1er septembre, il y a eu des élections en Saxe et en Thuringe. Et c'est là qu'on avait vu l'effondrement des socialistes et la poussée de l'AfD et de BSV.
Eh bien, en Brandebourg, BSV a fait un score minable et les socialistes ont repris du poil de la bête. Ils ont gardé la majorité. Ils sont arrivés en tête. Pourquoi ? Parce que quelques jours avant, Scholz avait dit maintenant ça suffit, l'immigration, il va falloir fermer les trucs et les machins, etc. Voilà. Quelques jours avant. Ah oui, Et donc les électeurs socialistes ont dit Scholz, on va rester quand même au SPD. Il y a un patriotisme de parti mais en comme Allemagne. quoi, l'immigration reste... L'immigration reste c'est le truc. Ah bah oui, j'avais un graphique, mais je sais pas où je l'ai mis. Les trois points sérieux, c'est l'immigration, la sécurité. Les deux étant liés. Les deux, voilà. Et c'est intéressant parce que... Oui, tiens, je l'ai là, j'en ai parti. C'est l'immigration, l'asile, l'économie et l'environnement. On pourrait croire que les Allemands qui nous ont collés, qui nous ont envoyé la peste verte, on pourrait croire que mais ça diminue de plus en plus. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, les Verts ont reculé et je pense qu'ils ont atteint un plateau et je ne pense pas qu'ils remontent de sitôt parce que les Allemands, ils sont comme les Français, ils se rendent compte quand même que les lubies de ces gens-là leur portent sur leurs conditions de vie, sur leur niveau de vie, sur leur confort, etc. Ça commence à bien faire. Et l'effondrement de l'industrie automobile en Allemagne, c'est aussi quelque chose qui commence à énerver tout le monde. C'est une des raisons d'ailleurs du départ de la coalition du FDP au mois de novembre. C'est à cause de ça. Et puis alors, le handicap d'avoir supprimé les centrales nucléaires, je pense que ça doit commencer. Alors, les centrales nucléaires, ça énerve aussi. Il y a plus, justement, c'est intéressant sur Friedrich Merz, lui, les Allemands étaient très anti-nucléaires. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en 2010 ou 2011, tout de suite après Fukushima, c'est ça. Du jour au lendemain, Merkel a dit voilà, j'arrête le nucléaire. Et c'est venu ce qui soudain, du jour au lendemain. C'est un oukase de Madame Merkel, et du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ce qui a énervé prodigieusement les Verts. Mais elle s'est vengée. Les Verts, les libéraux. Les libéraux. Les libéraux qui gouvernaient avec elle à l'époque. Il ne faut pas oublier que sur les 4 mandats de Merkel, le premier, le troisième et le quatrième l'a fait avec les socialistes, mais le deuxième avec le FDP. Et c'est ça qui explique aussi que les 8 premières années, les 2 premiers mandats, Madame Merkel était plutôt populaire. Et l'effondrement de son parti, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, a commencé après. Pourquoi ? Parce que elle a tout cédé à la gauche, déjà avec cette histoire d'asile. Elle a tout cédé à la gauche et elle a cédé au nucléaire. Elle a tout cédé sur le nucléaire. Elle a cédé sur l'asile. Elle a pourri le FDP à cause de cette histoire de nucléaire entre 2009 et 2013. Le FDP est sorti du Bundestag déjà à cette époque-là. J'avais dit tout à l'heure que je dirais pourquoi elle était remontée à 41%. C'était à cause de ça. C'est à cause de la deuxième voie. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour des électeurs FDP qui ont préféré voter pour la CDU parce que ça se passait très mal dans la coalition. C'est comme ça que le FDP est sorti de la coalition. Elle a recommencé à gouverner avec les socialistes. Avec la suite que l'on connaît, 2015, le million de réfugiés, elle a dit on va le faire, etc. Et là, depuis... c'est même plus qu'1 million, non ? C'est plus d'1 million. Oui. Ouais. Maintenant, oui, c'était 1 million. Ça a été 1 million en l'espace de 2 ans, un truc comme ça. Moins. Mais en moins de 2 ans, c'est ça. Ouais. Et maintenant, effectivement, à la vitesse à laquelle ça monte, oui, bien sûr, on en a plus. Mais il y en a eu, je crois, 1 million en 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Oh, je crois en 1 an. Hein. Oui, peut-être, je ne me souviens plus, c'est ça. Mais c'était tout de suite, c'était très suivi. Et donc, on voit que la question migratoire et sécuritaire connexe sont, pour l'AfD, un instrument de propulsion phénoménal. Ah bah, on peut supposer que l'AfD va continuer sa progression. Voilà. Et l'AfD va continuer sa progression, forcément, puisque elle est dans l'opposition. On ne s'attend pas à des miracles de la politique de Merz, quoique on n'en sache pas, on n'en sache rien pour l'instant. On verra bien ce qui va se passer. Mais on va prolonger la coalition qui était la coalition merkelienne avec... Je pense que Friedrich Merz a des qualités que n'avait pas Madame Merkel. Il est moins à gauche, il est plus conservateur, il est beaucoup plus libéral. Donc on peut espérer que... Et le SPD pèse moins. Donc tout ça combiné, le SPD pèse moins. Il a la pression de l'opposition AfD. Donc les électeurs, s'il ne veut pas que ces électeurs continuent à partir en courant vers l'AfD, il va falloir qu'ils prennent des mesures. Vous savez, il n'y a pas de mystère allemand, hein, on connaît ça en France. Hein.
À force que la droite ne fasse pas son boulot, le RN monte. Et bah, là, c'est pareil. Donc, est-ce que Merz va faire le travail? J'en sais rien. Bon, ils sont en train de discuter. Ils vont discuter d'un contrat de gouvernement. Donc, alors, c'est très intéressant en Allemagne, d'ailleurs, parce qu'ils ne font pas ce qui a été fait en France. C'est-à-dire, en France, on n'a pas de majorité. On nomme un Premier ministre, et puis après, démerde-toi après, puis après, tu verras après. C'est exactement le contraire. On constitue, on discute sur un programme de gouvernement qui peut faire 50, 60, 100 pages. On voit sur quoi on va travailler en commun. Et après, on élit le chancelier. On verra bien. Voilà. Un message est arrivé. Ah ben, on écoute les auditeurs, bien sûr. Intéressant, justement, au sujet de Frédéric Merz. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que le futur chancelier Frédéric Merz a été le président de BlackRock Allemagne. C'est exact. Merci. Et donc, pro-américain, en tout cas, très inféodé au gouvernement Biden. Ça n'annonce rien de bon, ça. Très inféodé au gouvernement Biden, j'en suis pas convaincu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était chez BlackRock bien avant que Biden soit là. Il était du temps de. Oui. Enfin, disons, il est inféodé à l'oligarchie mondialiste, surtout. Comme beaucoup de gens. Hein. Voilà. Non, moi, si vous voulez, ça c'est vrai. Moi, si vous voulez, je me base sur ce qui a été dit récemment. Donc, il a dit que lorsqu'il se prononce pour une défense européenne autour d'eau, moi, j'écoute ce qu'il dit. Hein. Moi, voilà, vous êtes sceptique, moi aussi, je suis sceptique, mais j'attends de voir. Attends de voir. Mais je ne vais pas lui reprocher d'avoir travaillé chez BlackRock, vous savez. Oui. Non, mais disons... pas plus que je ne reproche à Gerhard Schröder d'avoir travaillé pour Gazprom. Hein. On lui reproche beaucoup. Mais lui, il l'a fait après être chancelier. Mais là, attendez, il est parti chez BlackRock parce qu'on l'a viré. Ah d'accord. C'est Madame Merkel, attendez. Si vous voulez, moi j'ai une liste de tous les noms. Parce que si vous voulez, on peut reparler de Madame Merkel, si vous voulez, on peut peut-être en dire quelques mots, non? Ça peut être marrant. Oui. Parce que le bilan de Madame Merkel, moi je me rappellerai toujours, ça va faire 3 ans, ça va faire 4 ans, 3 ans et demi, lorsque Madame Merkel a quitté le pouvoir à l'automne 2021, il y avait l'excellent Vincent Hervouette, chroniqueur de politique, un des meilleurs journalistes de politique étrangère de France, qui a conclu son éditorial sur Europe 1. Madame Merkel, on ne vous dit ni bravo ni merci. Ça a été quand même globalement un désastre. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire sur Madame Merkel. Elle était la reine des démagogues. C'est un désastre, notamment parce qu'elle s'est débarrassée de toutes les têtes pensantes du pays. Il faut savoir quand même que cette dame, elle a éliminé... J'ai parlé tout à l'heure du FDP. Elle s'est arrangée, après avoir gouverné avec lui, avec le système de la deuxième voie, pour le faire sortir du Bundestag. Elle a réussi ça en 2013. Bien. Le Bundestag s'est refait, le FDP s'est refait une santé dans l'opposition, il est revenu au Bundestag la fois d'après, mais bon, elle l'a fait chasser du Bundestag, ce qui n'était jamais arrivé. C'est arrivé cette fois-ci, mais c'était jamais arrivé depuis la guerre, depuis 1940. Bien. Elle a tué 2 présidents de la République. Il faut quand même le faire. Là, en Allemagne, il y avait une tradition, c'était que le 23 mai, c'est-à-dire jour de la proclamation de la République fédérale, le Parlement se réunit pour élire le président, tous les 5 ans, l'année 9 et l'année 4. Donc, le premier président, c'était Theodor Heuss, qui a été élu en 1949, et puis le 23 mai 1954, on a recommencé, etc. Donc, Horst Köhler, qui était le directeur général du FMI, qui était donc un type de la CDU, directeur général du FMI, elle lui dit de quitter le FMI pour venir prendre la présidence du pays. Bon, très bien, il est élu président donc le 23 mai 2004. Il est réélu le 23 mai 2009. Et l'année d'après, il dit une phrase comme ça, ça serait peut-être pas mal que la Bundeswehr intervienne en Afghanistan. Elle lui tombe dessus. Disant, ça, c'est le boulot du chancelier, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Elle a fait un scandale. Et le type, il est obligé de démissionner. Ah oui. Bien. On va chercher un autre chrétien démocrate, qui était ministre-président de, je ne sais plus, Christian Wulff était ministre-président, je ne sais plus, c'était Westphalie ou quelque chose comme ça. Lui, il est élu président aussi, CDU, et il démissionne en 2012 pour une histoire de 500 €. Ah oui. On lui a reproché d'être allé à la fête de la bière, à Munich, et que la chambre d'hôtel lui fut payée par un producteur de télévision. Ah bon? Voilà. Il a passé une nuit d'hôtel, ça a coûté 500 balles.
Je crois même que le dîner était compris dedans. Et on l'a fait démissionner pour ça. On l'a poursuivi. Évidemment, il a été blanchi par la justice tout de suite après, mais il avait déjà démissionné. Donc il a déjà tué 2 présidents de la République. Après, vous vous souvenez qu'il y avait quand même 3 personnages importants. Il y avait Wolfgang Schäuble, vous vous souvenez? Oui. C'était un ministre des Finances qui était... En fauteuil roulant. En fauteuil roulant, qui avait été victime d'un attentat. Elle s'en est débarrassée très vite. Il y avait Edmund Stoiber qui a failli gagner les législatives de 2002, lorsque Schröder avait fini son premier mandat. À 8000 voix près, c'était lui qui devenait chancelier. Mais elle l'a poursuivi aussi de sa haine, ce qui fait qu'il a démissionné. Et il a été remplacé par un gars qui s'appelle, je cherche son nom, là, attendez, je vais retrouver son nom. Ça va me revenir. Attendez. Horst Seehofer, voilà. Horst Seehofer, lui, ministre des Travaux publics, quand elle a ouvert les portes aux millions d'immigrants en 2015, il a dit « Je ne peux plus travailler avec cette bonne femme ». Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a démissionné et il a été remplacé par le président actuel de la CSU. Mais j'en ai d'autres. J'ai Karl Theodor zu Guttenberg, qui était le ministre de l'économie. Lui, on lui a sorti une histoire de plagiat dans une étude, il y avait 2 phrases, machin, à dégager. C'est-à-dire tous ceux qui montaient, qui bougeaient l'oreille, qui pouvaient... Elle était despotique. Elle les a virés. Oui. Elle a viré tout le monde. Ouais. Donc elle a fait le vide autour d'elle. Elle a tué le FDP. C'est extraordinaire. Elle a quand même tué 2 présidents de la République. Ça, personne ne le dit. Enfin, il faut quand même le faire. Donc on a vu le résultat. Elle en a fait un parti socialiste, on a fait une annexe de l'USPD, puis elle était toujours ravie de gouverner avec le SPD. Oui. C'était ça. Elle était tout à fait de gauche. Ouais. Ah oui, mais je vous dis, le mandat 2009-2013, où elle gouvernait avec le FDP, ça s'est très très mal passé. C'est ça. Une auditrice fait la petite remarque suivante. Un Africain a été élu du SPD au Bundestag. Carolus Magnus, Charlemagne, doit se retourner dans sa tombe car, comme chez nous, le droit du sol donne cette aberration. Alors, droit du sol, parlons-en. Alors, il y a une histoire là-dessus. Nous allons passer une annonce et reprendre ensuite Absolument. le fil de notre échange. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Tariq Dali, ancien journaliste, ancien cadre dans l'industrie automobile et secrétaire général adjoint du CNIP, Centre national des indépendants et paysans, premier parti de droite en France depuis 1949. Le thème de cette émission, c'est la crise allemande et ses conséquences géopolitiques. Un petit message de Laurie, cette dame qui est une fidèle auditrice. Bonjour messieurs, je bois les paroles de votre invité. Merci, c'est gentil. C'est un bonheur et une grande satisfaction d'entendre quelqu'un dont le nom traduit une origine différente de la mienne partager mes idées. Cela conforte le mot de Descartes qui, selon le bon sens, est la chose du monde la mieux partagée. Bravo encore. Voilà, merci madame. Cette dame, Laurie, fidèle auditrice. Pas d'autres messages pour l'instant. Et donc, voilà, donc nous en étions à la redoutable Madame Merkel, qui était despotique finalement, et de gauche et immigrationniste, et qui a saboté le nucléaire allemand pour faire plaisir aux Verts. Exactement. Elle voulait gouverner avec les Verts. Elle voulait pas du FDP, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Avec les Verts. Et puis elle n'a pas pu parce que les Verts étaient trop faibles. Elle a gouverné avec les socialistes. Elle a continué à gouverner avec les socialistes, mais elle trouvait ça très bien. Et on a maintenant une pollution au charbon en Allemagne qui est phénoménale, puisque... C'est aussi une des raisons pour lesquelles, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, hein. Les Verts ont atteint un plateau et ils sont plutôt sur la pente descendante parce que les Allemands en ont marre. Hein. C'est ça. Pollution qui se traduit aussi sur la France. Hein. Bien entendu. Ne faisons pas d'illusions. Bien entendu. Mais quand il y a le vent d'Est, ça nous amène. C'est fréquent. Et donc cette Allemagne est actuellement en détresse économique et en récession techniquement. La 3e année, oui. Voilà. Et du fait notamment du renchérissement du prix de l'énergie, puisque le gaz naturel liquéfié que notamment les États-Unis vendent à l'Allemagne
et coûte à peu près 3 fois plus cher que le gaz. 3 ou 4 fois plus cher que le gaz russe dont ils avaient sur lequel reposait l'économie allemande. Voilà. Mais c'est une folie. Vous êtes un ancien cadre de l'industrie automobile. Aujourd'hui, le pays au monde le plus producteur d'automobiles, c'est la Slovaquie. Le pays d'Europe. Oui, d'Europe. Ça, si vous voulez qu'on dise 2 mots sur l'automobile, on peut en dire. Oui. On peut en parler. D'abord, Volkswagen, Renault, Peugeot. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que c'est l'Union européenne elle-même qui tue sa propre industrie. Avec ces élucubrations de voitures électriques. Enfin, c'est hallucinant. Oui, Où avez-vous, même en Union soviétique, le Gosplan n'avait jamais prétendu dire aux ingénieurs vous laissez tomber, surtout vous n'avez pas le droit de travailler sur cette techno, vous allez faire ceci, ça n'existe pas. Ça. Ça n'existe pas. Le Gosplan disait vous allez me fabriquer des bagnoles. Et les ingénieurs disaient on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on va essayer de trouver. C'est ce qu'on fait partout, c'est ce qu'on a toujours fait. La voiture électrique, elle existe depuis 130 ans. En 1899, le record du monde de vitesse, c'était une voiture électrique. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que ça marche pas, parce que c'est pas pratique, c'est pas autonome, ça coûte cher, et surtout les automobilistes n'en veulent pas. Oui, et puis c'est moins performant, parce qu'un moteur électrique... C'est pas performant, mais c'est ce que je dis, il n'y a pas d'autonomie, exactement. Autonomie et durée de vie des moteurs. Et durée de vie des moteurs, bon, et des batteries, surtout. Et des batteries. Et on dit d'un trait de plume, on va dire, on s'en fout, vous allez faire de la bagnole électrique. Bon, l'objectif, mais cela dit, il y en a qui naïvement ont fait ça. Mais il faut savoir quand même, ça ne vous a pas échappé, des trucs comme le pacte vert et tout ça, l'Union européenne est complètement noyautée par les décroissants qui y sont apparus il y a une 50aine d'années, qui se sont installés à l'ONU, qui se sont installés à l'Union européenne, qui se sont installés un petit peu partout. Et l'objectif n'est pas de fabriquer des voitures électriques, c'est qu'il n'y ait plus de voitures du tout. Alors je vais vous donner 2-3 chiffres. En 2017, c'était le record mondial. On avait fabriqué 97 millions de voitures en 2017. Bien, cette année, on fera péniblement 90. Mais entre-temps, en 7 ans, la population mondiale a monté de, je ne sais pas combien, 500 millions, un truc comme ça. Bien. Mais surtout, en France, par exemple. La France était le 4e pays producteur de voitures il y a encore 15 ans. On est le 14e. On est passé derrière la Turquie. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la Slovaquie. Mais le pays le plus grand producteur du monde, c'est la Chine. La Chine, bien Il y a sûr, 30 millions de voitures fabriquées chaque année en Chine, 31 millions même. Et des voitures qui deviennent très performantes. Alors, des voitures... Alors, en plus, il faut quand même être suicidaire. Mais ça, c'est l'idéologie actuelle. Hein. C'est-à-dire que ce sont des décroissants. Moi, je les appelle des nihilistes, des saint-simoniens nihilistes. Donc déjà, il faut filer ça, le pouvoir, il faut le filer aux fonctionnaires parce qu'ils savent mieux que les autres. Et puis surtout, ils sont nihilistes. C'est-à-dire que la civilisation, on ne sait pas ce que c'est, on s'en fout. On va faire table rase du passé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le pacte vert et des choses comme ça, on est arrivé à la 14e. La France est arrivée à la 14e place de la production automobile derrière la Turquie. On s'est fait dépasser par la Turquie en 2023. L'Espagne est très loin devant depuis un moment. La Slovaquie, vous l'avez dit, effectivement. Voilà. Alors, il y a 2 pays qui ont perdu leur industrie auto récemment. C'est l'Italie et la France. Alors l'Italie, on essaie de redresser. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une des raisons qui ont justifié le limogeage du patron de Stellantis, Tavares. Hein. C'est à cause de l'Italie. Il s'entendait pas bien avec Giorgia Meloni qui lui a dit que s'il fermait une usine en Italie, elle ferait venir des Chinois. Et bon, voilà. Et Tavares, en plus, il était contre. Il a été lucide, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà 7-8 ans, il a dit très clairement, il a dit la chose suivante. Il a dit si on nous obligeait pas à faire de la voiture électrique, on en ferait 0. On n'en ferait pas une seule. Et donc, les mauvais résultats de Stellantis, il n'en est pas coupable. Non, il n'est pas coupable. Il est coupable on a tout fait pour tuer l'industrie auto. Voilà. De toute façon, vous ne fabriquerez jamais autant d'automobiles électriques que de voitures thermiques. Et surtout, la Chine, qui n'a pas d'expérience en automobile thermique, donc est partie d'une feuille blanche. En plus, elle a les terres rares nécessaires, donc elle est en train d'envahir le marché. Donc voilà, on tue l'industrie automobile. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le FDP a claqué la porte justement à cause de ça. Est-ce qu'on va revenir sur cette folie de dire vous n'avez pas le droit de fabriquer des voitures de cette façon-là ? J'en sais rien. Je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que l'Europe en a un coup dans l'aile et
l'industrie automobile européenne. Je crois que c'est Florent Ménégo, pas plus tard que, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Il a eu des paroles senties quand même, il a dit pas mal de choses. Et là, il a dit l'industrie automobile européenne est en danger de mort. C'est ça. Mais c'est pas une industrie qui est en danger de mort parce que ce sont les circonstances, c'est l'économie, c'est les circuits, c'est tout ce que vous voudrez, c'est les consommateurs. Non, ce sont les technocrates qui ont dit il faut tuer l'industrie auto. Comme Mme Merkel a dit il faut tuer le nucléaire. Alors, l'Allemagne, pour laquelle l'industrie automobile était un pilier... C'est toujours. Et c'est toujours. Ah, c'est toujours, ils font 3 millions de voitures, 3 millions et demi. Mais, ils étaient descendus, ils étaient à 6 millions. Hein. Mais oui, mais alors, pour l'Allemagne, c'est un naufrage. C'est un naufrage, il y a ça, il y a les machines-outils qui sont, voilà. Non, mais alors, les machines-outils, bon, la Chine commence à en fabriquer. Oui, ben voilà, c'est ça. La Chine fabrique des machines-outils et fabrique des voitures. Ouais. Or, les Allemands vendaient des voitures et des machines-outils aux Chinois. Il y a 40 ans, quand on disait, on parlait de l'Allemagne, c'était la fiabilité, c'était la solidité. Vous voulez des bons produits, achetez allemand. Ben, il n'y a pas 40 ans, il y a même 5 ou 6 ans. Même maintenant, on le dit encore, hein, c'est du bon matériel. On le dit encore, mais c'est du bon matériel. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas ils sont de moins en moins compétitifs à cause de ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque vous avez votre prix de l'énergie qui est multiplié par 3 ou par 4, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et que les Chinois vous rattrapent parce que vous avez dit qu'on ne fabriquera plus de voitures, les voitures qu'on sait faire, on va fabriquer les voitures que les Chinois savent faire, bah, les Allemands se font virer, parce que les Allemands, ils vendaient énormément de voitures en Chine. Absolument. Des Audi, des Mercedes, des trucs comme ça se vendait très bien en Chine. Et là, maintenant, les Chinois, il faut faire de l'électrique, bah, donc ils font de l'électrique qui est moins cher et qui est aussi bien. Ben voilà. Mais la Chine, au point de vue qualité, rattrape énormément les marchés. Hein. Aujourd'hui, des produits chinois sortent avec une très bonne qualité. Ça commence. Il se passe ce qui s'est passé avec la Corée, le Japon, puis la Corée après la guerre. Voilà. Mais l'Europe, au lieu de se défendre contre ça, elle se fabrique des barrières, elle se fabrique des interdictions, etc. Donald Trump l'a très bien compris. Ouais. Le Trumpisme, c'est quoi ? Le Trumpisme, c'est attention, il voit loin, lui. Attention, si on continue comme ça, nous non plus, on ne fabriquera plus de voitures, on ne fabrique pas. Alors, j'ai cru constater que l'AfD préconise notamment officiellement le rétablissement des gazoducs Nord Stream. Bien sûr. Mais vous savez, l'AfD le préconise, mais je ne suis pas sûr que si on posait la question à Merz, il dirait non. Hein. Vous croyez Comment vous voulez faire ? De toute façon, c'est une question qui dépasse l'Allemagne, qui dépasse toute l'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils ont fait des rodomontades. Quand Trump a dit « moi j'en ai marre de la guerre en Ukraine, etc. » Ils ont fait des rodomontades. Évidemment, tout cela actionné par Macron. D'abord, il a dit « je vais continuer la guerre ». Vous avez entendu. Après, il a dit finalement, si j'envoie des troupes en Ukraine, ça sera uniquement des troupes d'interposition, c'est des casques bleus. Bon, la prochaine étape, c'est de dire finalement, j'enverrai pas de troupes. Et puis finalement, voilà, vous savez, lorsque les Américains lorsqu'il y aura un traité un cessez-le-feu ou je ne sais quoi qui sera conclu pour que la boucherie en Ukraine arrête cette folie dans laquelle on s'est engagé, on ne sait pas trop pourquoi. Lorsque cette boucherie s'arrêtera, que va faire l'Europe ? Elle va continuer à vouloir faire la guerre, envoyer des trucs, etc. Vous croyez que... Parce que je crois que sur les 4 gazoducs, il y en a un qui n'a pas été détruit, qui est toujours en état de marche. Il en reste un, oui. Et les 3 autres, avec 6 mois de travaux, on peut les remettre en état. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je crois que c'est ça. On peut toujours remettre un gazoduc en état. Hein. Il faut des experts, des spécialistes qui vont dans les fonds marins. Je pense qu'on peut le faire. Oui. Et ça dit, il n'est pas interdit d'en construire un neuf. Hein, vous savez, si les Allemands reprennent le chemin de la raison, et si les Européens reprennent le chemin de la raison, on ne va pas continuer, alors que les États-Unis et la Russie travaillent ensemble. C'est-à-dire, on ne va pas continuer à considérer la Russie comme un ennemi. Enfin, c'est grotesque. C'est ça. C'est parfaitement ridicule. Oui, mais on a peut-être encore 3 ou 4 ans un peu difficiles à passer avant que la raison revienne. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être se débarrasser de ceux qui sont au pouvoir dans ces pays, hein, c'est tout. Oui. Parce que c'est central, la question du gaz russe. Fondamental. C'est vraiment le sang de l'économie. C'est le sang de l'économie.
Et sans ce gaz pas cher, l'économie européenne est condamnée quasiment. Voilà, alors c'est ça le défi qu'a relevé Donald Trump. C'est-à-dire que les Américains, ils ont tout bénef dans cette histoire. C'est une guerre qui ne nous concerne pas, qu'on est allé faire, que les Ukrainiens payent du prix du sang, que les Russes et les Ukrainiens payent du prix du sang, et les Américains, pendant ce temps-là, ils ramassent les bénéfices, ils vendent le gaz 3 fois plus cher que le gaz, voilà. Et c'est l'Europe qui va reconstruire l'Ukraine qui a été détruite. Qui va reconstruire l'Ukraine avec l'argent qui ira aux entreprises de bâtiments et tout américaines. C'est-à-dire l'Europe va financer la reconstruction de l'Ukraine par les entreprises américaines. Par les entreprises américaines, c'est ce qui va se passer. Bon. De même que quand Trump demande de passer à 5% du PIB les budgets de défense, c'est pour acheter des F-35, hein. C'est pas pour acheter des Rafales. Hein. C'est pour ça qu'il faut se défendre. Mais je n'ai absolument pas confiance, ça fait plusieurs fois que je le dis, je n'ai absolument pas confiance en ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour faire ce métier-là. Et d'ailleurs, il faut quand même se souvenir que Trump, lors de son premier mandat, n'a pas arrêté de mettre les Allemands plus bas que terre et de leur mettre une pression énorme à cause des Nord Stream. Hein. Oui. Il insultait tous les jours l'ambassadeur d'Allemagne à Washington. Hein. Non, mais c'est le défi qui est lancé, c'est-à-dire que les Trump, donc, il va s'accorder avec la Russie, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que là, il va falloir que Trump, s'il veut continuer à vendre son gaz, il va falloir qu'il le vende à d'autres, je ne sais pas, mais comment on va faire ? L'Europe a une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour se faire respecter, pour défendre ses intérêts. Est-ce qu'elle le fera ? La réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui le font. Absolument. Et d'ailleurs, cette histoire de sabotage des Nord Stream, si notamment les Américains veillent soigneusement à ce que ça ne sorte pas dans les médias du système, disons, ça sort dans les médias alternatifs, c'est parce que l'enjeu est énorme. Parce que si les opinions publiques allemandes, françaises, etc., mais au premier chef allemande, apprenaient de manière irréfutable, incontestable, que les Américains se sont autorisés à faire sauter ces gazoducs, ce qui est d'un sans-gêne, le mot est faible, ce qui est d'un culot. C'est-à-dire que les Américains, quand ils font la guerre, ils ne la font pas à moitié. Oui. Non, voilà. mais quand ils font la guerre à leur plus fidèle allié depuis 1945, ça peut coincer un peu quand même. Oui, mais il faut peut-être que leurs alliés se fassent respecter. Oui. Mais il y a un enjeu là. Il y a un enjeu. Si je pense que les Russes n'arrivent pas à divulguer les preuves de ce sabotage par les Américains. Je crois qu'ils aimeraient bien, mais apparemment, ils n'ont pas trop les moyens. Je ne sais pas. Il y a eu Seymour Hersh qui a fait une enquête. Alors il a été traité de vieillard sénile, on a enterré ça, parce qu'il a 85 ans, donc on dit il est gâteux. Biden, qui avait presque le même âge, n'était pas gâteux. Lui, Seymour Hersh, il était gâteux. On a pointé les Ukrainiens, ce qui est une pure fantaisie, mais il est certain que les Américains veillent de très près à ce que les opinions publiques européennes n'apprennent pas de manière irréfutable que c'est eux qui ont fait sauter les gazoducs. Parce que vous voyez un peu la bombe que ça représente dans le domaine de la communication. Vous avez raison. Maintenant, dans le contexte géopolitique nouveau, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on va pas ressortir cette histoire-là, mais rien n'empêche de reconstruire le gazoduc et puis on passe à autre chose. C'est ça le plus important. Je pense que c'est ça le plus important. Oui. Donc maintenant, est-ce que les Américains, en regardant comme ça les choses de façon brute, les Américains continuent à vendre leur gaz. Donc est-ce que une fois qu'on aura reconstruit, qu'est-ce qu'ils feront ? Est-ce que je sais pas, c'est-à-dire que il va falloir que les Américains et les Russes discutent de ça. Je pense qu'ils vont en discuter,
on va pas laisser l'Allemagne. Et puis même, il va y avoir une pression, je pense qu'il va y avoir une pression des Allemands. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai dit que si l'AfD est pour la reconstruction du gazoduc, mais je vois pas pourquoi Merz serait contre. Enfin, il faut l'intérêt bien compris de son pays, c'est qu'il retrouve une énergie bon marché, une énergie meilleur marché en tout cas qu'elle n'est aujourd'hui. Parce que là, ils vont être au fond du trou. Alors, si un truc quand même intéressant, c'est que Merz, lui, il n'est pas contre la relance du nucléaire dans le pays. Oui. Lui, il n'est pas contre, et l'opinion publique n'est pas contre. Donc les Verts vont hurler, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Verts, ils sont un peu Justement, en bonne il y a une santé. petite question tout à fait sur ce sujet qui vient d'arriver. Cet auditeur nous dit « Excellente émission, intervenant très érudit ». Merci. Voilà. Que pensez-vous de la mutualisation de la dissuasion nucléaire prônée par Merz en accord avec notre président, idem concernant l'ONU et le droit de veto au Conseil de sécurité? J'en pense que Merz, il a raison, du point de vue allemand, mais je pense que un Français qui dirait ça, pour moi, c'est de la haute trahison. Point à la ligne. Voilà. C'est simple. Merz, il a raison, après tout. Il dit voilà, si je peux récupérer le siège de l'ONU, le droit de veto, et que je peux récupérer la force de frappe française, moi ça me va. Ouais. Je vais pas le reprocher à Merz. Il défend les intérêts de l'Allemagne. Voilà, tout à fait. Mais un Français qui dirait ça, c'est de la haute trahison. Et d'ailleurs, un Français l'a dit, suivez mon regard, c'est scandaleux. En revanche, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité aussi, c'est que justement, Merz, il a très bien intégré, et on en a parlé tout à l'heure, il a très bien intégré le fait qu'il va falloir que l'Europe apprenne à se défendre seule, sans le parapluie américain, mais je ne verrai pas d'inconvénient à ce que la France dise, voilà, nous allons, avec notre force de frappe nucléaire, nous allons nous substituer aux Américains pour protéger l'Europe. Moi, ça ne me gênerait pas du tout, hein. Mais à condition que ce soit la France. Oui, mais attendez, qu'est-ce qu'on appelle l'Europe? Si les Polonais font des incidents de frontière avec les Russes, etc., est-ce qu'on n'est pas obligé de faire un copier-coller de l'article 5 de l'OTAN. Oui, voilà. On peut faire beaucoup de choses. Parce que le problème de la force de dissuasion, c'est que lorsque la doctrine reste compacte, si je peux dire, c'est-à-dire s'applique à l'État-nation français, les contours sont précis, oui, et c'est compact. Mais si ça se dilue dans un espace européen vague... mais vous avez parfaitement raison. Là-dessus, vous touchez du doigt un vrai sujet. C'est-à-dire que, je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui avait dit où s'arrête l'Europe. On voulait faire entrer la Turquie. Maintenant, on va faire entrer l'Ukraine. On va faire entrer la Moldavie. On s'arrête où? Voilà. Donc si un jour on décidait qu'il y a des frontières à l'Europe, on verra bien. Ça, oui. Et si un jour on dit que la Russie est un peuple européen et qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'on soit l'adversaire de la Russie, on peut peut-être travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'avait dit De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais on peut aller jusqu'à Vladivostok. Oui, parce que pourquoi l'arrêter à l'Oural, à vrai dire voilà, on va jusqu'à Vladivostok, c'est ce que voilà. Mais il y a une force nucléaire là-bas aussi. Oui. Donc si la France et la Russie pouvaient s'entendre en disant voilà, vous êtes européens, on a des forces nucléaires là-dedans, et après les Anglais ils feront ce qu'ils voudront, voilà. Mais on a des forces nucléaires là-dedans, on peut protéger. On a quand même les moyens de protéger cet espace eurasien avec un peuplement, une civilisation commun. D'où justement l'architecture de sécurité euro-russe que proposait Gorbatchev, la maison commune. Mais bien entendu. La maison commune. Et ce que Poutine souhaite est restaurer une architecture de sécurité Europe-Russie. Bien sûr. Dont je ne suis pas sûr que ça convienne parfaitement à Washington, étant donné que Washington dit « prenez-vous en main », mais enfin, achetez des F-35 quand même. Hein. Vous savez, non mais vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la maison commune de Gorbatchev et même Yeltsin, oui. George Bush l'avait saisi la main. Mais on s'est empressé de le faire battre en 92. Oui. Hein. Oui. Donc voilà, ça, là-dessus, Oui, et le Bush père. Bien sûr, George Herbert Bush, oui, bien sûr. Oui. Voilà, il l'avait saisi. Oui. George Bush, c'est quand même avec Ronald Reagan le vainqueur de la guerre froide. Et c'est Clinton qui a saboté. Mais comment a lancé l'extension à l'est de Exactement. l'OTAN. Et comment Clinton a été élu? Il a été élu à la faveur d'une triangulaire en 1992 parce qu'on a envoyé dans les pattes de Bush un certain Ross Perot.
Ah, oui. Or, des triangulaires aux États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis, il y a eu 60 élections présidentielles, il y a eu 4 triangulaires. Donc moi, je veux bien ce qu'on veut, mais la défaite de George Bush en 92 n'est pas due au hasard. Ah, oui. Bien. Cela dit, lorsque vous dites que les Américains... Mais est-ce que ça gênera les Américains qu'il y ait effectivement une maison commune? Si les Américains considèrent qu'ils ont un adversaire, c'est la Chine, etc., il n'y a aucune raison à ce que la maison commune euro-russe soit un adversaire des Américains. Si, je vais vous dire pourquoi. Parce que si les économies européennes, qui sont quand même très interconnectées, donc c'est pas que l'économie allemande, sont à nouveau nourries du sang frais qu'est le gaz russe, pas cher, et que les acteurs économiques européens vont à nouveau tous à Moscou signer de magnifiques contrats d'affaires pour exploiter Total, par exemple, comme le faisait Marjorie, Oui. pour exploiter le pétrole sibérien, puisque les Russes manquent de technologie pour ça, et qu'il y a une synergie économique Europe-Russie à nouveau qui se déploie dans toute sa splendeur, c'est une rivalité économique redoutable pour l'économie américaine. C'est ça qui fait que Ça, Washington a toujours voulu mettre une ça, verse c'est le aussi. raisonnement des néoconservateurs, du Parti démocrate, Mais etc. c'est le raisonnement de Trump aussi. Est-ce que ce sera le raisonnement de Donald Trump Oh ben, sur le long et la preuve- et de ses successeurs? La parce que preuve que c'est le raisonnement de Trump, c'est qu'il a passé pendant 4 ans de son premier mandat à harceler les Allemands à cause de Nord Stream. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien la preuve. C'est vrai, non, mais si la géopolitique était quelque chose de facile, ça se saurait. Et, Aujourd'hui- tous les dirigeants américains sont hantés par l'idée que s'il y a une synergie Europe-Russie, elle surplombe l'économie américaine. Elle vrai. surplombe l'économie américaine. C'est C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est vrai, mais est-ce que on a des dirigeants européens qui sont capables de travailler là-dessus, qui sont capables Non, ils sont Voilà, des nains. on- Ils sont on n'a des pas. nains. non. Donc, Ils sont des nains. on va. Je Oui. sais pas comment on va faire, mais cette histoire de parapluie nucléaire français, pour l'instant, il doit rester français. Oui. Et voilà. Oui, après, oui, oui. bien sûr. Il y a encore de très nombreux parce qu'il messages nous qui sont reste arrivés moins de 5 et minutes. nous n'aurons pas le temps de tous les lire, malheureusement, chers auditeurs. Oula. Je vous rappelle que M. Laurent Arthur Duplessis reçoit M. Tariq Dali. Il faut les lire de manière groupée. Là, Nous allons, parce que nous avons moins oui, de 5 mais minutes. nous avons des choses très intéressantes qui ont Oui, été je vous en dites, un peu en complément de ce que vous avez déjà évoqué, monsieur. Sait-on où se trouve, c'est un auditeur, sait-on où se trouvent les réserves d'or de l'Allemagne? J'ai entendu dire qu'en 1946, ces réserves furent placées aux USA. Cela signifierait que l'Allemagne est doublement tenue en otage d'un côté par ses réserves d'or et de l'autre par l'occupation militaire sous forme de bases militaires. Je crois que les Allemands ont récupéré leur or. Il me semble qu'ils ont Je rapatrié leur or. crois qu'il est revenu, mais je Oui. n'ai pas d'avis Voilà, là-dessus. Dépêchons-nous. Oui. parce qu'il nous manque C'est Helmut Kohl qui a favorisé la cession de Madame Merkel, qui était très proche de Schäuble. Schäuble, oui, c'est ça. Elle a reçu le prix européen Kundenhof Kalergi, ce qui prouve que derrière ces gens, il y a des puissances plus occultes que l'on peut imaginer. Bien entendu, c'est Voilà. bien sûr. ils sont encore dans Jusqu'aux années 2010, non, c'est intéressant parce que Oui. jusqu'aux années 2010, l'Allemagne était un modèle de pacifisme. Cet engouement brutal est soudain pour la guerre contre la Russie. Ce bellicisme irrationnel ne s'expliquerait-il pas par un désir de revanche sur la défaite de 1945 qui serait dormant dans l'inconscient du peuple allemand? Je suis pas sûr que le peuple allemand. Je suis pas sûr que le peuple allemand soit belliciste. Non, En revanche, vous avez le peuple allemand. Le peuple allemand n'est pas belliciste. Non, franchement, je ne crois quand pas. j'étais en Allemagne pendant mes études, et c'était dans les années 60, ils étaient vraiment totalement contre la guerre. Et croyez-moi, Oui, ça n'a pas changé. ça n'a Il pas y a changé. d'autres Oui, messages oui. ou pas Non, vu le temps, non. Nous n'avons malheureusement plus le temps. Alors, nous malheureusement. arrivons à la fin de notre émission et donc, en conclusion de cette brillante analyse, cher Tariq Dali, donc, pensez-vous que l'Allemagne va pouvoir redresser la barre économique? Aura-t-elle l'audace de le faire? Il le faut. Oui. Il le faut. Nous n'avons pas intérêt à une Allemagne faible, Oui. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, parce que 40% de notre commerce extérieur se fait avec l'Allemagne. Exactement.
C'est un pays proche, Oui. c'est un pays ami. On l'a dit au début de cette émission, il est dommage que les Français la connaissent pas bien. Oui. Donc je les incite à y aller, à visiter. C'est très beau, il y a de très beaux pays. On parlait de la Thuringe tout à l'heure. C'est en plein centre. Et les Allemands nous aiment bien, finalement. Ah, les Allemands sont francophiles. Ils sont francophiles. Hein. Les Allemands sont francophiles. Je l'ai dit tout à l'heure, les Allemands connaissent beaucoup mieux les Français que les Français ne connaissent les Allemands, mais ils apprécient les Français. Il y a aucune... non, il ne faut pas croire que les Allemands soient un peuple hostile. On peut conseiller aux Français d'aller faire du tourisme là-bas. Je leur conseille d'aller faire du tourisme, d'autant qu'il y a de très très beaux paysages, notamment Bavière. J'ai parlé de la Thuringe tout à l'heure. Une ville comme Dresde qui a été reconstruite à l'identique, c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Et puis surtout, c'est un pays qui n'est pas cher pour les touristes. C'est nettement moins cher que la France. Pour le tourisme, il n'est pas cher. Contrairement à ce qu'on croit. Je ne sais pas si on le croit, mais on peut faire de très bons séjours. Et il y a même une gastronomie allemande, non ? Faut aimer. Cela dit, si vous aimez à Paris, il est de plus en plus difficile de trouver un bon steak frites en Allemagne. Vous êtes sûr d'en avoir un. Oui. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, donc, nous avons reçu Tariq Dali, ancien journaliste, ancien cadre de l'industrie automobile, secrétaire général adjoint du CNIP, le Centre national des indépendants paysans. Premier parti de droite depuis 1949, chronologiquement. Ah non, on est un petit parti. C'est un petit parti. Mais très peu implanté sur l'île de France, très curieusement. Non, mais dans les zones rurales, oui, bien sûr. Mais en milieu rural, il y a beaucoup plus. Et puis nous avons toujours notre leitmotiv, c'est pas d'ennemis à droite. Nous sommes toujours alliés avec tous les partis de d'ailleurs, il droite. faudrait faire une émission un jour sur l'agriculture, peut-être. Avec plaisir. Oui. Voilà. Nous remercions beaucoup Claudia et Amélie de la prise des nombreux messages. Chers auditeurs, malheureusement, il y a eu beaucoup de messages très intéressants, mais beaucoup trop longs. Il faut des questions plutôt courtes et précises. Vos messages sont très intéressants. Ils seront communiqués et donnés à M. Bali. Voilà, donc... Je répondrai par mail ou par... Oui, tout à fait. Volontiers, je répondrai volontiers. Tout à fait. Eh bien, je vous souhaite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une bonne semaine et à bientôt.